toute petite introduction Oui, je t'en prie. C'est une excellente euh, idée. à propos de la fantaisie et de l'hypnose, parce qu'en fait, c'est une question qu'on nous pose et qu'on vous pose aussi sans doute souvent. Est-ce que je suis hypnotisable? Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Je vous dirais que à Bruxelles, un psychiatre assez connu que j'ai formé il y a longtemps, il n'y a pas bien longtemps dans une gazette, affirmait le fait que avec l'hypnose qu'il employait, donc c'est l'hypnose ericksonienne qui emploie des inductions préfabriquées comme ça, des scripts parfois. Et pour lui, dans sa patientèle, il y a 30% de gens qui sont non hypnotisables. Donc c'est son jugement à lui. Mhm. Disaient les Américains quand j'étais à Palo Alto il y a longtemps, quand on prend le nom, quel est le pourcentage de gens qui sont hypnotisables ou non, ben on ferait mieux de rajouter qu'avec la technique qu'on emploie, un certain nombre de personnes sont hypnotisables et d'autres ne le sont pas. Alors avec le temps et le développement de la PTR qui, comme vous le savez, se base vraiment sur l'utilisation de ce qu'on appelle les hypnoses utilisationnelles pour Erickson. Et chez nous, on les appelle, il y en a une de type 1, de type 2, c'est un peu ridicule comme appellation. Mais donc, l'idée, c'est vraiment utiliser ce que les gens amènent, que ce soit quelque chose d'agréable ou au contraire des sentiments ou des douleurs physiques. Et donc, effectivement, vous l'avez sans doute remarqué, il n'y a pratiquement plus aucun échec avec ça. Sauf avec cette fameuse aphantasie dont je parle depuis longtemps, mais je crois que dans ma pratique, en tout et pour tout, j'en ai rencontré deux. Je me souviens d'une autre coformatrice en PTR qui en avait rencontré une. Et, euh, et voilà que je fais la rencontre de Christian Petit. Il m'envoie un mail parce qu'il souhaitait acheter le livre Surmonter le traumatisme. Alors on se rencontre à toute vitesse à la Croix-Rouge. Il vient prendre les livres. Et puis de fil en aiguille, notre amitié s'est développée, les propositions d'échange aussi. Et Christian Petit est à la tête, je ne sais pas si on peut le dire, d'un petit groupe de gens qui font de l'hypnose humaniste à Paris, chez ce monsieur qui s'appelle encore comment? Christian, j'oublie toujours. Pardon. Olivier Lockert. Lockert. Ok, merci. Et donc, grâce à Christian et à Isabelle Coquet, on a organisé 3 jours de la fameuse formation synthétique de la PTR qui donc est adressée essentiellement à des gens qui ont déjà une pratique d'hypnose, ce qui est le cas de la bande des gens qui sont avec Christian, puisqu'ils ont tous été formés chez Lockert en hypnose dite humaniste. Et donc, ne voilà-t-il pas qu'on est dans la même voiture pour nous rendre à Paris? Et je ne sais pas, oui, mais Christian commence à me parler de sa première année de formation dans laquelle il était pas loin d'abandonner, étant donné qu'il ne comprenait pas cette histoire d'hypnose. Il n'y était toujours pas entré dedans, etc. Et donc, il me raconte un peu dans les détails tout son parcours. Et puis, quand je l'entends parler, mais je me dis, mais tiens, mais est-ce que ce n'est pas un digne représentant de cette petite famille d'aphantasiques, je suppose, hein, pas d'afantaisistes, mais d'aphantasiques. Et donc, effectivement, je lui dis, ah, mais c'est quand même intéressant parce qu'il me dit, ouais, finalement, au bout de l'année, j'ai trouvé mes moyens. Il vous racontera mieux que moi quels ont été les moyens qu'il a trouvés pour pouvoir aller en hypnose quand même, puisque toutes les inductions, sans doute relativement classiques, ne faisaient vraiment pas mouche. Et donc, je lui dis, mais bonhomme, tu as vraiment l'air d'être un avantasique, ça serait chouette que tu développes ça. Parce que finalement, toi, tu y es arrivé. Et moi, ça fait des années que, avec les deux pauvres exemples que j'ai, je dis toujours, bah, avec les avantasiques, vous pouvez vous brosser. Et apparemment, c'est pas le cas. Ça serait vraiment chouette que tu travailles un petit peu ça et que tu essayes de voir comment il y aurait moyen de pouvoir répondre à d'autres avantasiques qui sont pour moi relativement limitées. Mais Christian, il me dit déjà que toute sa famille, ou en tout cas la plupart de ses enfants, sont la même situation et que peut-être que sans doute d'autres que moi diront, bah oui, moi j'en ai rencontré pas mal, mais moi je crois que j'en ai rencontré deux en tout et pour tout, peut-être trois, ma mémoire faisant parfois défaut. Et donc voilà pourquoi on est ici ce soir, parce que
c'est vraiment chouette que Christian ait bien voulu de développer ce travail et essayer de voir comment nous apporter cette soirée pour essayer de nous montrer, nous apprendre comment créer un état modifié de conscience avec la fantaisie. Voilà, Christian, je te propose d'embrayer. Voilà. Alors, merci Gérald pour cette introduction. Et Gérald, dans son introduction, avoue son espoir de trouver des trucs pour les aphantasiques, plus que de savoir ce que c'est qu'un aphantasique. J'ai vu. J'entends bien. Euh, Comment faire, en tout cas, c'est la question. c'est tout à fait. Donc, je vais d'abord peut-être expliquer ce que c'est qu'un aphantasique. Parce qu'il y a en fait plein de formes d'aphantasie et il y a du coup un spectre de la fantaisie en fonction de son VACOG, pour autant qu'on en ait un VACOG. Donc le VACOG, vous êtes tous familiers avec cet acronyme-là, hein. Visuel, auditif, olfactif, gustatif, kinesthésique, et j'en passe peut-être. Donc la fantaisie, a priori, selon la définition, il n'a pas d'image mentale, donc il n'est pas visuel. Tout simplement, ce serait à la base quelqu'un qui n'est pas visuel. Et ça, vous en trouvez quand même un pourcentage plus élevé que les vrais aphantasiques, parce que quelqu'un qui n'est pas visuel peut travailler sur les autres canaux, même si ce n'est pas aussi facile. Il a quand même des accès à des souvenirs, à de la mémoire, qui lui permet de se remettre, comme on le fait en hypnose, dans un souvenir en ressentant les choses ou en les réentendant ou en les revoyant ou en ayant des odeurs ou des, voilà, des pistes qui permettent de retrouver mentalement la mémoire de quelque chose qui s'est passé ou de quelque chose qu'on a vu. Dans mes enfants, puisqu'ils sont aphantasiques aussi, j'ai un fils qui est auditif. Heureusement, il est violoniste, il est luthier, il est magicien et il est hypno aussi. Donc, lui, il peut entendre un orchestre et distinguer les différents instruments, reconnaître, entendre la voix d'un tel ou un tel. Je trouve ça assez magique. C'est ce que j'appellerais un super pouvoir. Ma fille, elle peut entendre une chanson dans son oreille comme ça, mais elle s'entend chanter. Donc, sur le spectre de la fantaisie, je dirais que Damien, au niveau auditif, il est hyper fantasique. Et Colline, elle est à peine fantasique. Moi, je suis incapable d'entendre qui que ce soit. Par contre, je reconnais très bien les voix. Donc, au moment où j'entends une voix, j'ai accès à la marque, à l'identification de la voix qui est quelque part enregistrée dans ma mémoire. Mais je ne peux pas y avoir accès volontairement. Donc je trouve magnifique les gens qui parviennent à imiter des voix. J'ai l'impression qu'ils se sont gavés de cette voix et en fait non, ils se sont imprégnés de l'identité, ils parviennent à reproduire le bruit. Moi, je suis incapable de me souvenir de la voix de mon épouse, par exemple, que je n'entends que depuis 36 ans. Donc, c'est tellement frais que je suis incapable de me souvenir de sa voix, ni même de son visage, d'ailleurs. Heureusement, j'ai plein de photos d'elle, ce qui me permet de voir qu'elle est toujours jolie. Mais je suis incapable de la dessiner ou de la décrire, si ce n'est par des phrases, je dirais, que j'ai retenues comme une liste en disant je sais qu'elle a des cheveux pour l'instant de telle taille, quand elle va chez le coiffeur, je ne le vois pas, des yeux plus ou moins de telle couleur, mais c'est certain que si je la vois entre 1000 personnes, je l'identifie. Donc, son image, elle est dans ma mémoire quelque part,
mais elle n'est juste pas accessible volontairement. Le test qu'on demande souvent pour demander à quelqu'un s'il est aphantasique, c'est de décrire sa maman, par exemple, chose que je ne saurais pas faire. Et je trouve très intéressant, je fais ça assez souvent avec mes patients, de vérifier quel est leur degré de fantaisie ou d'aphantasie. Il y a pas mal de gens qui, notamment depuis le Covid, sont incapables d'imaginer une odeur. Donc, imaginez l'odeur d'une rose, de la lavande ou autre. Vous êtes probablement capable de le faire, ou certains oui, d'autres non. Et c'est aussi un super pouvoir qu'ont probablement les nés ou ceux qui se spécialisent dans ces métiers olfactifs. Mais les aphantasiques ne l'ont pas. Et, sauf certains. Il y en a qui sont capables de le faire, il y en a qui sont capables de le faire avec le goût, il y en a qui sont capables de le faire avec... Donc c'est simplement le fait de pouvoir imaginer quelque chose sur un canal, soit visuel, soit auditif, soit... ce qui est très pratique pour faire de l'hypnose, évidemment. J'ai découvert mon aphantasie avec une énorme frustration quand j'ai appris l'hypnose, parce que on nous disait que on hypnotisait l'autre personne. Et donc, j'ai continué mes formations parce que moi, je parvenais très bien à hypnotiser les gens. Je croyais en tout cas. Et parfois, quand j'avais une hyperphantasique devant moi, je me souviens parfaitement d'une séance avec une fille qui était partie dans une histoire rocambolesque et qui me décrivait ça comme si elle était au cinéma. Euh, et moi, je disais, mais je lui ai rien fait à cette fille. Comment, comment elle se met dans des états pareils? Et j'ai fini par comprendre que finalement, ce n'est pas moi qui les mettais en état d'hypnose, mais c'était eux qui se mettaient en état d'hypnose. Sauf que, chose que Gérald apprend très bien dans ses formations. J'ai eu par hasard un échange avec un de mes anciens formateurs, et parce que il y avait une médecin qui décrivait l'hypnose et qui disait l'hypnose, c'est le moment où vous parvenez à mettre votre patient en connexion avec ses images mentales. Et en gros, ça doit être une définition médicale de l'hypnose, donc un état de conscience qui permet d'avoir accès à ces images mentales. Alors, je lui mettais en description, c'est étrange parce que moi, je sais me mettre en état d'hypnose, mais je n'ai pas accès à ça. Donc, il doit y avoir un problème dans la définition. Et elle me dit, en effet, moi, je ne suis pas très visuel non plus, euh, mais elle est très kinesthésique, par exemple. Et là-dessus, un de mes anciens formateurs, que je ne citerai pas, répond qu'en réalité, c'est vraiment ça et que finalement, tout le monde peut voir. Donc, je lui envoie un petit mot en disant « Et qu'est-ce que tu penses de la fantaisie ?» Et il me répond ceci, je vous le lis parce que c'est assez pertinent. Personnellement, en dehors de ce que peut dire l'IFHE, donc l'école où il m'a formé, notamment, et que dont je laisse la liberté des propos, je pense que la fantaisie n'est rien d'autre qu'une peur ou une appréhension de la part de l'hypnothérapeute quand la personne lui dit « je ne vois rien ». Il flippe et projette cette peur. Zut, la personne est aphantasique, je suis mal. Tout le monde visualise, j'en suis absolument certain. Parfois, la personne pense réellement voir comme avec ses yeux ouverts,
et nous savons très bien que ce n'est pas le cas. Un peu de pédagogie suffit généralement à lui permettre d'accéder à une visualisation intérieure sans trop d'efforts. Bon, après, il continue, mais bon, pour lui, clairement, la fantaisie n'existe pas. Alors, moi, je sais avoir passé un examen avec lui. On était en binôme. J'avais un collègue qui s'en sortait bien en hypnose, mais il savait pertinemment qu'il était incapable de m'hypnotiser. Moi, je croyais jusque-là, après des mois et des mois de formation, ne pas être hypnotisable. Je disais simplement, ben, je ne suis pas sensible à l'hypnose. Mais moi, je ne viens pas ici pour me faire hypnotiser, mais pour travailler sur les gens. Donc, ça ne me gênait pas. Sauf que pour son examen, je ne voulais pas qu'il rate son examen. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sympa. Vous pouvez parler, hein. Tu as simulé. J'ai simulé, j'ai fait semblant. Simuler, c'est plutôt féminin, ça. Donc, j'ai fait semblant. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a marché ou pas? Ah ben, lui, il a bien réussi son examen, en effet. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois de ma vie, je me suis mis en état d'hypnose. Après des mois et des mois de formation, j'ai pris conscience que j'étais dans un état de conscience modifié, simplement en faisant moi-même ce qu'il me disait de faire. Alors que jusque-là, j'attendais peinard qu'il m'hypnotise, puisque c'est ce qu'on nous apprenait. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose en moi. Alors, je ne voyais toujours pas, je ne sentais pas, je n'avais pas de sensation kinesthésique ni rien, mais je sentais comme des picotements dans mes mains et j'avais accès à une autre forme de conscience. Heureusement, c'était de l'hypnose humaniste, donc l'hypnose en éveil de conscience. Et j'avais comme une connexion avec une connaissance et je conceptualisais. Donc plutôt que de percevoir, je pouvais conceptualiser. Comme je peux, en fermant les yeux, savoir que l'ordinateur est là devant moi, savoir que ma chaise est là, ou imaginer autre chose, j'aurai toujours pas d'image, ni de son, ni de perception, mais je vais savoir que les choses sont là comme une chauve-souris reçoit un écho et sait que un tel ou un tel est là. Et donc, je pouvais percevoir des présences et des émotions, par exemple. J'étais connecté comme ça. Et c'était ça ma perception et c'était ça ma première conscience de mon état d'hypnose. Donc, je peux très bien imaginer, comme n'importe qui, que je suis dans mon lieu ressource, que devant moi, il y a un lac ou la mer ou la plage. La plupart des Belges vont à la plage, disait Gérald. Euh, donc, je peux très bien m'imaginer être à la plage. Enfin, je prends plutôt la plage en montagne sur un lac. Euh, et qu'il y a des arbres derrière moi. Je peux imaginer qu'il y a une odeur de sapin, mais je ne sentirai pas le sapin. Je peux imaginer que si je marche, le chemin est cabossé et que je marche sur des pierres irrégulières, mais je ne sentirai pas les pierres, ce que la plupart des gens perçoivent. Mais si je marche aux côtés de quelqu'un ou si je rencontre mon enfant intérieur, je peux ressentir ses émotions, donc je dirais que c'est un sixième sens, ou je ne sais pas, qui ne fait pas partie du VACOG, mais auquel j'ai accès à ce moment-là. Donc je ressens les émotions, euh, comme l'empathie, par exemple. Mais c'est en tout cas là que j'ai compris que pour mettre quelqu'un en état d'hypnose, il fallait qu'il se mette en état d'hypnose et pas qu'on le mette en état d'hypnose.
Et je crois que oui, j'ai fait pas mal de formations dans différentes écoles et Gérald est le seul qui a ce discours-là. Christian, si je peux me permettre, ton formateur qui t'a dit que la fantaisie n'existait pas, pour moi, il est très étonnant parce que, étant moi-même comme beaucoup de gens, surtout visuel, mon blabla, quand je m'en sers, il va être visuel. Et donc, certains patients vont être frustrés par mes propositions visuelles. Et Mhm. ce sont typiquement des gens très kinesthésiques. Oui. Heureusement, les musiciens s'adaptent bien, les gens qui font la cuisine aux odeurs et tout ça, ils s'adaptent bien. Par contre, je me souviens très bien d'un gros monsieur comme ça qui me disait, mais ça marche pas, hein, votre truc, votre hypnose, ça va pas, hein. Et puis, je cherche et je cherche. Et puis finalement, je me dis, ah ben, oups, ça c'est ma faute. Je suis en train de parler en termes visuels. Il peut pas me capter, quoi. Il peut pas m'entendre. Mhm. Et alors, je discute avec lui sur base de cette découverte. Et tout d'un coup, il va me donner une perche, quelque chose de fabuleux. Il me dit, lui, en fait, pour moi, l'hypnose, c'est la sagesse de la viande. Alors moi qui suis très visuel, j'ai vu l'étal d'un boucher avec, vous savez, des espèces de gros morceaux de viande énormes. C'était pas très joli à voir, mais c'était très intéressant parce que c'était vraiment très parlant. Lui, il est dans le corps, donc je devais faire l'effort. C'est pour ça que la remarque de ton formateur que tu donnes pas, dont tu ne donnes pas le nom est étonnante parce que qu'on n'ait pas vu beaucoup de fantaisie, que ça, je trouve ça assez normal, mais qu'on n'ait pas dû parfois faire l'effort quand on est visuel de s'adapter, ne fût-ce qu'à un kinésique, ou de s'apercevoir que si on a un musicien, ben, si on s'occupe juste de faire attention au son, on va avoir tout de suite une communication bien meilleure avec lui. Oui, donc lui, sur 10 ans, on va dire, ou 15 ans, il dit, j'ai jamais eu affaire à un vrai aphantasique, à quelqu'un qui est incapable de voir. Donc pour lui, avec un peu de pédagogie, un peu Ouais. il parvient toujours à faire voir, entre guillemets, euh, son, son patient, son client. Non, non, moi je me souviens de la dame que j'ai vue, je pouvais aller dans n'importe quelle modalité, et j'ai essayé encore et encore, je suis parvenu à rien du tout. Ah ben, je crois de toute façon que quand on est dépressif, on attire les dépressifs. Quand on est voilà. Et quand on est aphantasique, on attire les aphantasiques. Moi, C'est j'ai vrai? eu plusieurs euh, patients aphantasiques et vraiment aphantasiques. Et combien en as-tu comme ça? Au moins trois. En En, plus en de ce mes moment, enfants. en ce moment, quasiment. Oui, oui, en ce moment. Donc, dont des gens qui habitent pas loin d'ici et qui sont D'accord. et on fait des séances d'hypnose remarquables avec eux. Et tu vas nous expliquer comment, parce que on est là, Si vous pendu à êtes vraiment curieux, ouais, je vais vous expliquer comment. d'accord. Euh, je regarde si j'ai dit les différentes choses qui étaient importantes que je voulais. Oui, il y a quand même autre chose qui est important à dire avant de commencer. C'est qu'il est probable que les aphantasiques qui le sont de naissance, euh, souvent on peut vivre 70 ans, presque centenaire, sans se rendre compte qu'on est aphantasique. Donc les gens le découvrent souvent sur le tard, parce que on utilise le langage des visuels. Et quand on dit tu vois, ben, oui, nous on va pas dire ben non je vois pas. Clairement on voit pas. Mais on ne croit pas que vous voyez non plus. On croit que c'est juste une expression qui dit tu comprends. C'est une autre façon de dire tu comprends. Et pour nous, c'est réellement ce que ça veut dire. C'est une autre façon de dire tu comprends.
Et quand on parle de compter les moutons pour s'endormir, ben nous, on ne compte pas les moutons. On ne conçoit pas que quelqu'un compte les moutons pour s'endormir. Pas pratique d'aller dans une prairie pour compter les moutons. Et de mon lit, je suis incapable d'aller dans une prairie et de voir des moutons et de les compter. Et il y en a qui le font. Et voilà, donc ça c'est... quand on découvre ça, on a vraiment l'impression d'être dépourvu de super pouvoirs. Quand on en découvre l'ampleur et qu'on se rend compte que certaines personnes ont vraiment des visions les yeux ouverts, ça m'amuse beaucoup en général pour voir, pour tester un peu le VACOC des gens. Ils sont assis devant moi et je leur demande souvent d'imaginer un cheval et je leur demande s'ils voient un cheval. Et ils me regardent droit dans les yeux et ils me disent oui, je vois un cheval. Et je dis, bah, c'est pas flatteur. Moi, je suis là, vous me dites que vous voyez un cheval. Et bon, je leur dis que je suis indulgent et que euh, je ne leur en tiendrai pas rigueur. Mais ça me permet de travailler après avec eux les yeux ouverts. Et je ne demande jamais à personne de fermer les yeux. Mais je sais qu'un aphantasique va systématiquement fermer les yeux pour s'abstraire de tout ce qui est visuel et pouvoir conceptualiser autre chose. Donc, pour que je puisse m'imaginer être ailleurs, eh bien, il faut que je ferme les yeux. Sinon, je me sens trop ici. Par contre, en développant l'état d'hypnose, en travaillant avec mes patients, je me mets en hypnose et les yeux ouverts, mais je le ressens autrement. Parce que je croyais au départ être kinesthésique, et ce qui, à mon sens, est un autre aspect plutôt énergétique et un autre sens que le kinesthésique. Donc, à un moment, pendant ma formation, je croyais être kinesthésique parce que je ressentais des choses dans les mains. En réalité, ça n'a rien à voir avec ceux qui sont kinesthésiques et ressentent le froid, la chaleur, et qui ressentent l'impression de flotter dans l'eau et des trucs comme ça, ce que moi, je suis incapable d'imaginer ou de ressentir. J'ai perdu le fil de mes idées de ce que je voulais. Ah oui, ce que je voulais dire qui est important, c'est que ça affecte énormément notre mémoire. On se demande pourquoi on a une mauvaise mémoire. Ben, c'est parce qu'on n'a pas la capacité de faire une photo de quelque chose et de rattraper cette photo pour s'en souvenir. Ce qu'apparemment vous savez faire, ce qui aurait été vachement pratique pour étudier, de prendre une photo de ma feuille et puis pouvoir relire ma feuille en plein cours en fermant les yeux ou en plein examen en fermant les yeux, ça m'aurait vraiment aidé. Mais c'est un truc auquel on n'a pas accès. Apparemment, il y aurait 4 formes de mémoire, dont la visuelle, et les aphantasiques, ils en utilisent 2. Dont une qui est la mémoire instantanée, qui nous permet de continuer une phrase sans avoir oublié ce qu'on vient de dire et en sachant ce qu'on va dire parce qu'on y a pensé au préalable. Donc ça, c'est la mémoire immédiate. Heureusement que je l'ai. Je ne pourrais pas vous parler sinon. Euh, L'autre, ce serait une mémoire, j'ai du mal à la décrire, pourtant ça doit être celle que j'utilise, mais qui est faite sous forme de liste. Je prends un exemple, je sais très bien avoir dans mon enfance vécu un incendie. C'était un événement assez important. Il y avait des flammes, il faisait chaud, les pompiers sont venus, ça a duré longtemps, enfin, la maison était arrosée, on a dû la reconstruire quasi après. Donc c'était quand même un événement important. À part le fait de savoir qu'il y a eu un incendie, que ci, que là, ou différents événements, je ne m'en souviens absolument pas. Je n'en ai aucun souvenir. Et
il faudrait que mon frère, qui était présent aussi, me dise, parce que parmi mes frères et sœurs, il n'y a qu'une sœur qui est aphantasique, les autres ne le sont pas, et on est nombreux, on est 7. Parmi mes frères et sœurs, donc il y en a un qui me raconte cet incendie. Chaque fois qu'il me met un élément, je m'en souviens. Mais si je n'ai pas de quoi me raccrocher, je suis incapable de reconstruire le récit de l'incendie. C'est complètement oublié. Et tu as appelé cette mémoire comment? Des listes. Donc je sais par exemple que le camion était rouge, qu'il a fait pimpon en arrivant, qu'il est arrivé vite. J'ai vu dans la rue un accident avec une moto qui est arrivée en dessous d'un camion. J'ai aucun mal à raconter les détails, hein, le casque complètement écrasé en dessous de la roue et tout ça, parce que je me souviens de ça, que ça est arrivé. Je suis maintenant, 45 ans ou 50 ans après, incapable de dire avec certitude le camion montait la rue et la moto descendait ou l'inverse. Je n'en sais rien. Je sais que le sang, il dégoulinait vers le bas de la rue et que ça a dégouliné sur beaucoup de mètres, mais je ne sais plus dans quel sens s'est passé l'accident parce que je n'en ai aucun souvenir visuel. Je sais juste, comme je l'écrirais dans un livre, qu'il y a eu ça, ça, ça et ça qui s'est passé. Mais ça veut dire que ça ne laisse pas de traces traumatiques ou beaucoup moins. Ah oui. Et il semblerait que les aphantasiques soient simplement des gens heureux. Et ils peuvent être malheureux, hein, mais pour d'autres raisons, ils vivent bien en fait, parce qu'ils vivent dans le présent. C'est ce qu'on appellerait des hédonistes ou des épicuriens, dans un autre langage, avec des mots moins précis. Mais c'est vraiment cueille le jour. Hier, ben, c'est passé, on s'en fout, on s'en souvient pas. Et pour faire des projets, ben, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas visualiser quelque chose. Mais on peut avoir une liste de projets, hein. Mais ce sera sous forme de liste. Mais c'est vrai que tu dois avoir les aphantasiques doivent avoir une tendance moindre que les autres à faire des traumas, alors, avec cette absence de mémoire. Vraiment moindre, oui. Ça semble être... Parce que j'ai quand même eu l'occasion de discuter avec pas mal d'aphantasiques. Il y en a dans ma famille, notamment j'ai une nièce, je ne sais pas comment ça se transmet de génération en génération, mais j'ai une nièce qui est aphantasique et qui est la fille de mon frère qui ne l'est pas. Donc il y a quelque chose qui se transmet ou pas dans les gènes, euh, mais il y a des trous parfois. Ça saute. Je ne sais pas si mon papa ou ma maman étaient aphantasiques, parce que j'ai découvert mon aphantasie en apprenant l'hypnose, donc il y a 5-6 ans. Avant, je savais que j'avais certaines choses, mais je ne savais pas ni que ça s'appelait comme ça. C'est Gérald qui m'a mis un nom dessus. Euh, mais je ne savais pas que c'était un tel handicap par rapport à vos super pouvoirs. Mais je ne le prends pas comme un handicap. Je le prends comme une particularité qui me permet de passer à travers la vie sans encombre. Parce que quoi qu'il se passe, moi je vais bien. Pas mal, on en veut. Oui, oui, mais vraiment, c'est une force. Quand on dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort, Ouais. ben, il y en a qui disent ben, non, non, ça peut laisser des traces, mais chez nous, pas. Si on n'a pas un membre en moins ou des trucs comme ça, ben, ça laisse pas de traces. Ça, c'est une supposition. Mais ça, quand je vois mes enfants, quand je vois les aphantasiques que je connais, et je connais une femme de 76 ans, je la revois bientôt d'ailleurs. Euh, ben, quand elle vient faire de l'hypnose, c'est beaucoup plus pour du développement personnel que pour gérer des traumas. Ça, c'est clair. Mais tu trouves utile et elle aussi de développer un état modifié de conscience. Alors, pour développer un état modifié de conscience, mais c'est relativement simple.
ils sont tous habitués au langage visuel. Donc, si vous n'êtes pas doué, vous dites vous voyez ici, vous voyez là, tant qu'ils ont compris qu'ils pouvaient conceptualiser sans voir, ils sont très forts pour conceptualiser et décrire comme un visuel sans voir. Et donc, dis-moi un peu comment on conceptualise une tortue ou un chevreuil, je ne sais pas moi. C'est quoi Les conceptualiser? chevreuils, j'en ai tout le temps dans mon jardin. On met au milieu des bois. Donc je sais très bien ce que c'est. J'utilise volontairement un langage précis pour ne pas dire je vois ce que c'est, euh, Mhm. parce que je serais incapable de le dessiner. On est très mauvais en dessin. On n'a pas de. euh, mais c'est un animal que je connais bien. Euh, je peux. Eh ben, j'ai du mal à conceptualiser ça, par exemple. Alors, si je me raccroche même à un souvenir ce dont je vais me souvenir, c'est qu'il y en a un qui est passé très vite, tout près de la maison, en courant de gauche à droite, mais je ne le vois pas. Je sais que le dernier que j'ai vu, il était assez gros par rapport aux autres. C'est jamais très gros un chevreuil, hein. Mais disons que c'est plus un grand mâle, je vais dire. C'est pas un jeune chevreuil, un chevreau de l'année. Euh, et je sais exactement où je l'ai vu. Alors, il y a pas mal d'aphantasiques qui vous diront qu'ils n'ont aucun sens de l'orientation. C'est le cas pour certains, c'est pas le cas pour tous. Et pour moi, c'est pas lié à la fantaisie. Je ne crois pas que ce soit lié à la fantaisie. Parce que j'ai un excellent sens de l'orientation et je peux m'orienter très bien en sachant où sont les choses, mais sans les voir. Et la mémoire des émotions n'est pas là non plus. Parce que, je sais pas, moi, comme tu vois peut-être un chevreuil fréquemment, mais quand on n'en voit pas fréquemment, on dit waouh, quelle belle bête, quel cadeau, que sais-je. On a une émotion. Est-ce que celle-là, tu peux la retrouver facilement? Alors, non. La seule émotion, mais là, je vais faire des jaloux parce que euh, euh, s'il y en a qui savent ce que c'est l'équanimité. Le quoi? L'équanimité. On entend parler de ça en systémique, normalement. C'est le Graal pour les bouddhistes, en gros. Pour C'est les... le fait de ne plus ressentir, ne plus être submergé par les émotions, aucune, Ah si oui. ce n'est la joie. Ah bon? Ben, c'est facile pour un aphantasique. Ah bon? Euh, je sais pas. J'ai cru, hein, souvent d'ailleurs, j'ai encore regardé un post d'un aphantasique qui décrivait sa découverte de la fantaisie. C'était un Québécois, c'était très marrant de l'entendre avec un accent québécois. Euh, et il décrivait son aphantasie. Et je ne sais plus ce que j'allais dire sur lui. Vous parlez des émotions? Ah, oui. Euh, donc, lui, visiblement, ben, il est auditif. Et les émotions, il les vit très bien. Euh, et il a eu accès à à des visions avec des champignons, la psilocybine. Mhm. Donc c'est un truc que j'aimerais bien essayer. J'ai prévu ça avec un médecin, mais voilà, c'est dans quelques mois. Euh, mais donc ça lui a donné accès à des visions. Donc apparemment, il y a des substances qui permettraient de débloquer ce chemin, j'en sais rien. D'après la médecine, il n'y a pas de remède, en tout cas. Et ça a été découvert très récemment. C'est pour ça qu'on connaît peu de choses sur la fantaisie. Ah ouais. Ça a été une première fois découvert en 1800 et quelques par
je ne sais plus qui parce que je n'ai pas la mémoire des noms et parce que je m'en fous. Mais donc ça a été découvert en 1880 à peu près, et puis ça a été enterré, mis dans un frigo, on n'en a plus parlé. Et en 2009, à Dexter, en Angleterre, il y a un neurochirurgien qui a opéré un de ses patients au cerveau, et l'opération s'est soldée par une aphantasie. Ah bon. Donc le gars, l'opération a très bien réussi, mais au réveil, il dit, mais je suis plus capable de voir ce qu'il voyait avant. Et lui, ça l'a choqué, évidemment, puisque avant, il pouvait visualiser. Et donc, ce médecin a commencé à faire des recherches là-dessus. Et en 2015, il a donné un nom. Donc, ce mot aphantasie date de 2015. Donc, c'est vraiment tout récent. Ah oui. Ça a à peine, même pas 10 ans. Euh, et et c'est depuis qu'on redéveloppe différentes recherches dans pas mal d'universités, justement la plupart du temps en lien avec la mémoire, parce que la mémoire des aphantasiques serait assez lamentable. Je confirme. Euh, Ça a des avantages de ne pas avoir de mémoire. Ouais. Notamment contre le trauma. Oui. Mais on attend avec impatience que tu nous donnes quelques ficelles pour tenter de pouvoir créer des états modifiés de Alors, conscience. donc, la première ficelle, ben, c'est toi qui la donnes dans tes formations, c'est de dire aux gens, moi je suis incapable de t'hypnotiser, c'est toi qui t'hypnotises. Ouais. Et donc, c'est toi qui maîtrises ton... Et tu fermes les yeux si tu veux, tu les ouvres si tu veux, mais il y a beaucoup de chances que tu les fermes. Euh, et tu peux. Alors, moi, je fais des inductions, enfin, je fais quasi pas d'induction, mais mes inductions, c'est en hypnose humaniste. Donc, en fait, j'essaye de leur faire gagner en conscience Mhm. avant de les mettre en état d'hypnose. Et gagner en conscience, c'est juste être plus conscient après qu'on l'était avant. Donc ça, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre conscience, par exemple, de sa respiration, euh, prendre conscience de la température ambiante, prendre conscience du poids de ses vêtements sur son corps. Donc, ce sont des choses excessivement simples, le fait de prendre conscience. En général, je regarde l'heure et je leur dis, voilà, ça fait trois quarts d'heure qu'on discute là ensemble. Est-ce que tu as déjà entendu mon horloge? Et mon horloge, elle fait tic-tac. Et là, ils disent, là, je l'entends. Et je leur dis, mais tu viens de gagner en conscience parce que je continue à parler sur le même ton, la même voix. La musique va toujours aussi fort parce que je mets de la musique quand on fait de l'hypnose. Et là, tu continues à entendre le bruit de l'horloge en plus. Donc, tu as gagné en conscience. Et puis, je suis un gros pervers. Il y a deux horloges dans mon bureau. Mais ils ne savent pas, il y en a une qui est cachée. Et alors, je dis, écoute bien l'horloge. Elle a un bruit particulier. Et là, ils entendent la deuxième horloge et ils disent, elle n'a pas toujours le même bruit. Et je dis, non, elles n'ont pas toujours le même bruit. Et là, je leur dis qu'il y en a une deuxième derrière, et là, ils distinguent les deux Mhm. horloges. Et c'est vraiment encore ça, ce petit mouvement qui fait que, en fait, ils modulent, ils changent de fréquence dans leur cerveau, et ils se mettent en état de conscience augmenté pour mieux percevoir l'environnement extérieur. Et je dis là, il suffit d'imaginer simplement que tu es ailleurs, dans un autre endroit. Je leur demande de choisir cet endroit et de décrire comme on le ferait avec un visuel. Et on sait que tout ce qu'ils vont nous décrire, même s'ils décrivent des couleurs et tout ça, c'est sans le voir, mais on peut très bien savoir que le siège qui est derrière moi, que je ne vois pas, il est brun rouille. Donc, je peux très bien conceptualiser le fait qu'il ait telle couleur et par exemple qu'il y a un coussin jaune dedans, ce qui n'est pas le cas. Euh, je ne les vois pas, mais je m'en fous. Je peux savoir qu'il y en a un jaune
et un brun. Donc je ne vois pas les couleurs. Les couleurs, c'est vraiment un truc qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Mais quand, dans le souvenir d'une aphantasie qui était sur un bateau 15 jours plus tôt en train de faire de la plongée, se souvient bien que tous les coussins étaient bleus, mais elle peut très bien dire, je suis sur le ponton du bateau, il y a la mer à perte de vue devant moi, et les bastingages sont chromés, les coussins sont bleus, tout ça, elle peut me le décrire sans le voir. Et si après elle va plonger, alors là ça dépend, la plupart sont quand même auditifs. Elle me dit j'entends les bulles. Donc elle est vraiment dedans, elle est partie en plongée et elle entend les bulles d'air parce que la respiration d'un plongeur c'est assez particulier. Et, euh, et là, elle est vraiment dedans, elle est en état d'hypnose en train de faire sa plongée. Elle ne voit rien, elle ne sent pas, mais elle entend les bulles. Et elle peut conceptualiser le fait de descendre une falaise, de faire n'importe quoi en plongée. Elle est dans le même état d'hypnose que les autres, sauf que elle accepte, elle sait qu'elle ne voit pas, elle accepte de ne rien voir, mais de tout faire comme si. Et c'est le meilleur moyen de se mettre en état d'hypnose, c'est de faire comme si. Faire comme s'il sentait, faire comme s'il voyait, comme s'il savait, et en général, ça, ils l'ont. Et c'est ça que tu vas leur demander de faire alors. Oui, Pouvez-vous faire comme si? oui, c'est vraiment faire comme si. Oui. Faire comme s'il voyait, faire comme si il ressentait, faire comme s'il entendait, et il y en a qui entendent. Et alors, ben, les trucs que je vais faire avec eux, ben, c'est rarement de la PTR, évidemment. Hein. Parce que ils vont pas revenir dans un souvenir. Ils vont pas revenir dans quoi, tu as dit? Dans un souvenir, Ah parce oui, qu'ils n'ont pas le souvenir. ah oui, bien sûr. Ils Ouais. pourront jamais te dire il y avait ça dedans, ça marche pas. En tout cas, j'ai jamais essayé de faire de la régression. Si, si, des régressions dans les vies antérieures ou des trucs comme ça. Ce genre de régression, euh, mais donc d'autres régressions, ça marcherait peut-être aussi s'il y en avait besoin. Vous dire comment ils perçoivent. C'est euh, c'est le fait de savoir où on est, dans quel état, à quel endroit. Et moi, l'aspect géographie est très, parce que j'ai une perception spatiale précise, euh, donc je sais où je suis. Je sais où je suis, éventuellement à quelle période, ou en tout cas dans quel climat. Si c'est la guerre dans le pays où vous êtes, alors, vous n'entendez peut-être pas les bombes ici et là, mais quand c'est la guerre, on sait que c'est la guerre. On sait qu'il y a un climat de peur et on ressent ça. Alors, ce n'est pas une émotion au sens propre des émotions, comme on en parlait tout à l'heure quand j'ai parlé de l'équanimité, mais on sent le climat, l'ambiance extérieure. On sent l'émotion des gens qui sont avec nous. Et donc, en régression, c'est plutôt ce genre de choses qu'on vit. On sait où on est, on sait ce qui se passe, mais on ne le vit pas. On n'est pas dedans. Mhm. Vous êtes quand même des drôles de bêtes. Hein. Oui, oui. Mais à ce niveau-là, le symbolique est excessivement intéressant. Et je sais que vous en faites aussi facilement en PTR. En humaniste, on utilise énormément la symbolique. Euh, Mais même pour quelqu'un qui ne voit rien,
le fait de ressentir une boule à l'intérieur de soi, par exemple, et de lui donner une couleur, même sans la voir, de lui donner une texture, de lui donner un poids, une température, toutes ces choses-là, bien, ce sont des choses qu'on peut conceptualiser et du coup qu'on peut transformer. Ah oui. Et, et la transformation du changer n'importe quoi, bien, on le fait symboliquement avec des symboles. Et pour la fantasique aussi. Oui, et la fantasique le fait sans problème, parce qu'il conceptualise. C'est vraiment le fait de... c'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, un truc précis comme un chevreuil, j'ai franchement du mal à le conceptualiser. Je peux dire, il y a un animal là. Peut-être qu'à ce moment-là, je te dirais c'est un chevreuil. Mais je te dirais davantage, il y a un animal, il est grand, il est petit, ou il est, mais où il est hargneux, où il a peur. Ça, je pourrais te conceptualiser facilement. Ou dire c'est une maman qui allait ou je sais quoi. Mais mais je pourrais pas te dire, elle a les cheveux bruns, elle est habillée comme ça, elle a, ça c'est, euh, et savoir déjà si c'est une femme ou un homme, c'est pas toujours évident. Et savoir quand on fait des régressions, qui on est et si on est un homme ou une femme, c'est pas toujours évident non plus. J'ai fait pas mal de régressions et j'ai pas toujours su si j'étais un homme ou une femme. Ah ouais, c'est vachement à la mode, hein. Oui, oui, tout à fait. Mais ce sont des régressions dans d'autres vies, hein. Ah Chose oui. à laquelle je ne crois pas non plus, hein, mais il vaut mieux y aller sans croyance. Hmm. C'est comme ça qu'on y va le mieux. Ouais. Il y a Galaxy Tab S6 qui pose une question. Ah oui? Levez la Ah, main. ah oui. Vas-y, Galaxy, coupe, branche ton micro et pose la question. Il a levé la main. Alors parfois, quand on fait ça, ça lève la main tout seul. Euh, Ah oui, quand quelqu'un fait ce geste-là, ça arrive. c'est possible que ce soit ça, hein. On va voir si ça marche chez moi, non? Chez moi, ça allait le faire. Mais tu vois, en bas de ton écran, il indique à un moment, il y a un truc qui tourne. Voilà, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Paf, elle va s'afficher. Ah oui. Voilà. Mais Galaxy, tu n'as rien à dire. Voilà, ben, on dirait que non. On dirait Contre, que- moi, je veux bien dire quelque chose, Christian, hein, parce que merci hein, pour ton explication, parce que je viens de me rendre compte que j'ai un de mes patients en fait qui est aphantasique, hein. Je n'avais pas le nom jusqu'à présent, donc ça m'éclaire bien sur sa façon un peu de réagir, hein, c'est-à-dire il ne voit pas non plus, donc euh, c'est quelqu'un, oui. Maintenant, ça fait plusieurs séances où je travaille avec lui, donc je l'ai travaillé de différentes façons. J'ai essayé une ou deux fois en PTR, mais comme tu le disais, il y a pas de souvenir, enfin, il se souvient de rien. Donc, il y a juste des concepts. Euh, donc, moi, j'ai essayé plutôt de l'aider sur un plan comportemental, hein, parce que c'est quelqu'un qui me dit j'ai pas de mémoire, hein, je me souviens plus de ce qui s'est passé dans le passé. Il me dit c'est comme et pourtant il y a eu des choses hein, pour lui, mais ça il arrive pas à aller très loin. Donc quand on a fait la PTR, donc j'ai vu qu'il pouvait conceptualiser des choses. Donc on est allé quand même jusqu'au bout. Je me suis posé la question s'il y avait un effet ou pas. Euh, j'ai vu la fois d'après, oui, il y a des petites choses, mais c'est comme s'il n'en est pas complètement, comment dire, conscient. Enfin, je ne sais pas comment tu Alors, l'exprimerais. il y a une grande croyance des psys qui disent que si tu parviens plus à te souvenir, l'amnésie, si tu es à côté de tes émotions, si tu n'as plus de mémoire, eh bien, c'est sûrement qu'il y a eu un trauma. Et c'est la croyance de la plupart des... On me l'a dit 20 fois.
ou au moins 20 fois. Mais évidemment, quand on est thérapeute, on fait des différentes formes de thérapie, différentes formes de travail sur soi. Et, et donc, tout le monde croit que c'est dû à un trauma. Mais moi, je connais mes enfants, j'ai vécu avec eux une bonne partie de leur vie et toute leur enfance. Je sais qu'ils n'ont pas eu de trauma ou de trauma qui permettent, mais ils sont tous les trois fantastiques. Et c'est de naissance, tout simplement. Donc, c'est pas toujours un trauma. Mhm. C'est Et à la base. souvent, c'est une croyance qu'on leur met dans la tête. Donc, ben, il s'est fort probablement passé quelque chose. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Maintenant, on ne on est incapable de se remémorer ce qui s'est passé comme ça s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas que ça s'est passé. Il y a quand même une forme de mémoire, je l'ai expliqué tout à l'heure, sous forme de liste. Mhm. Moi, je sais des choses sur mon enfance. Euh, Si j'ai pas une photo ou des trucs comme ça, je suis incapable de me les remémorer, donc que ça revienne à ma mémoire. Ça ne veut pas dire que je ne le sais pas. Quand mon frère me dit, tu te souviens de ça et ça quand on a été à la mer et qu'on s'est cassé la gueule à vélo parce que oui, je m'en souviens. Je me souviens avoir vu mon fils en apprenant à rouler à vélo, donc le fameux même luthier, magicien et tout ça, quand il apprenait à 3 ans à rouler à vélo, ses freins étaient trop compliqués à activer et il a pris une descente. Heureusement, il a quitté le chemin, mais il est arrivé dans les plantes et dans le sable et il a fait des soleils. C'est le vélo Damien, vélo Damien, vélo Damien. C'est un truc dont je me souviens, mais je n'en ai aucune image. Je sais exactement où ça s'est passé et je pourrais y retourner et dire à Damien, tu te souviens, c'est là que tu t'es cassé la figure à vélo. Mais lui, il s'en souvient pas, peut-être parce qu'il est trop petit, il était trop petit. Euh, mais je ne je peux pas revoir l'image. Je sais juste que ça s'est passé parce qu'on en a rigolé. C'était dur de pas rire en voyant ça. On a surtout couru aussi très vite pour voir qu'il n'était pas blessé. Heureusement, à part quelques épines, il n'avait rien. Euh, mais ils n'ont pas vécu des traumas qui ont fait qu'ils sont devenus aphantasiques. Alors, la question qui se pose, après qu'on ait eu la réponse de savoir comment on crée l'hypnose, en faire comme si, Mhm. la thérapie de Paul Watzlawick d'ailleurs, Oui. euh, est-ce qu'on peut dire que les aphantasiques vont ils vont en thérapie avec une problématique spécifique et surtout, comment est-ce qu'on va les aider? Alors, le plus souvent, je travaille en symbolique, évidemment, et Mhm. ça va être, tiens, qu'est-ce qui t'empêche de... Alors, on peut travailler des trucs comme l'enfant intérieur, le féminin, le masculin et tout des trucs comme ça. Mhm. Ce sont des concepts qu'on parvient à conceptualiser. On peut travailler en symbolisant quand on a des dualités, des problèmes de compromis où s'opposent deux camps. Euh, Conceptualiser un symbole qui remplace telle solution dans une main et un autre dans l'autre main, et dialoguer avec ces symboles et les faire se rencontrer, parler l'un avec l'autre et les faire se rencontrer. Donc on peut faire toutes sortes de transformations symboliques. Tout Au ça travers sont du des... corps, toujours? Au Pardon? travers du corps, toujours, ou pas nécessairement? Dans le corps? Parce que tu parles des mains, et je dis, la question c'est, est-ce que ce Oui, travail symbolique se fait en même temps dans le corps à chaque oui, fois? tout à fait. Il peut se faire dans le corps. Donc, on peut utiliser des techniques comme la marelle et tout ça, qui sont des techniques où on se met debout, où on bouge en état d'hypnose. Oui. On peut travailler avec des ressentis et certains vont être forts dans les ressentis, d'autres moins. Moi, D'accord. de fait, je serais plus proche
de l'équanimité, hein. Donc la seule émotion qui me submerge, c'est la joie, réellement, hein. Te submerge. Oui, et ça, quand je vois, par exemple, des... Je songe à notre fille d'accueil, je vais la voir à un match de basket et elle fait un super panier et se fait applaudir, acclamer par... euh, ça me met des larmes, ça me ferait presque pleurer et cette joie me transporte quelque chose et ça me dépasse. Je ne saurais pas rester impassible et faire semblant de rien. Avec n'importe quelle émotion, je peux, comme je dirais, être empathique, donc comprendre la douleur, la difficulté, le chagrin de l'autre, mais ça ne me met pas, moi, dans le chagrin. Je ne vais pas être en sympathie avec l'autre, je vais être en empathie avec l'autre. André, tu veux dire quelque chose, André? Oui, oui. J'ai maintenant, pour essayer de comprendre ce que tu veux dire, Christian, tu dis que si on a un client aphantasique, on n'avance pas avec la PTR. Est-ce que c'est ça que tu voulais exprimer? Que plutôt on travaille en humaniste parce qu'on travaille dans la symbolique. Mais pour moi, c'est la question. La PTR, c'est à l'envers de l'humaniste parce qu'en humaniste, on travaille avec des protocoles. En PTR, on travaille avec ce que le client nous apporte. Des Alors, souvenirs, avec des pardon, souvenirs, oui. j'ai pas entendu. En PTR, on va travailler avec des souvenirs. Oui, avec des souvenirs, mais avec ce que le client nous apporte, avec Oui. ce qu'il ressent, avec ce qu'il voit, avec ce qu'il entend. Ça veut dire c'est pas un protocole. Je sais pas maintenant, je dirais tu travailles Ouais. aussi en PTR. Alors, imaginons qu'un aphantasique se souvienne très bien avoir subi une agression et il se souvient de certaines choses. Et s'il est capable de te raconter ça, tu peux de la même manière lui faire changer dans ce récit n'importe quoi. Et j'ai même proposé, parce que je vous ai parlé d'une patiente basique de 76 ans, là, et en travaillant avec elle, m'est venue une idée pour faire la même chose, en gros, parce qu'elle me raconte des souvenirs précis. Alors, elle est incapable de les revisualiser, mais elle sait très bien que ça s'est passé. Hein, c'est des questions de copinage et de changement de partenaire et des trucs comme ça. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces histoires-là, mais ça ne s'est pas passé comme elle aurait voulu que ça se passe, évidemment. Elle a vécu des humiliations, des situations qui lui posent encore problème actuellement. Donc, je dirais, elle a du mal à se regarder dans un miroir parce qu'elle se prend pour une, parce qu'elle s'est fait traiter d'eux ou je ne sais quoi. Et je lui ai proposé de faire comme on le ferait en PTR, mais par écrit, et de réécrire l'histoire comme si elle écrivait un roman, et de la publier comme si c'était la vraie histoire. Et c'est vraiment le faire comme si, ou quand on raconte une histoire, quelque part, on se met dedans, et c'est elle qui joue dans l'histoire, mais elle la raconte comme elle voudrait que ça se soit passé, Ouais. et pas comme ça s'est passé. Comme on fait souvent des changements de scénario. Exactement, comme on fait un changement de scénario. Oui. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est savoir comment les aider. Mais Et bon, il ne c'est ça. reste qu'un scénario, en fait. Oui. Il ne reste que ça. Elle n'a pas d'image à changer, elle n'a pas de couleur à changer, elle n'a pas de... et si elle a des émotions, elles sont attachées au scénario ou à des personnages. Et ces personnages qu'elle connaît, ils peuvent avoir tel ou tel rôle dans la vraie vie qui lui pose des problèmes. Mais dans son histoire qu'elle écrit,
qui peut être le nouveau souvenir, elle peut réellement, et je lui dis de mettre justement de la description là-dedans, de mettre beaucoup de choses qui vont donner à ce nouveau récit, à cette nouvelle histoire, du poids. Et ça, à mon sens, c'est une manière intéressante, intelligente de travailler en PTR avec un aphantasique. Sur tout le scénario. Sur le scénario, parce que son histoire, c'est le scénario. Ouais. Et de ça, elle a un souvenir. Et de ça, elle a un souvenir précis. Michel Buchet qui voudrait poser une question, je crois. Oui, Christian, Oui, est-ce que tu peux travailler davantage avec quelqu'un qui ne visualise pas, tu peux travailler avec les sons, avec les sensations dans le corps. Si quand par il y exemple, a, ton petit frère qui a fait la roue avec son vélo, s'il est aphantasique, il peut se souvenir peut-être de toutes les sensations qu'il a eues dans son corps, peut-être et ou pas bien des kinesthésique. sons qu'il y a eu autour du mouvement au moment du traumatisme. Si on devait, ici, c'est moi qui suis revenu avec ce truc qui a peut-être été un trauma sur le moment. Hein, c'est plus un trauma pour lui, hein, parce que Oui, mais il- je dis ça à titre oui, simplement. non, non, Est-ce que tout tu à peux fait. travailler tous les autres sens? Oui, quand il est capable de les imaginer. C'est ce que j'ai expliqué au départ. La fantaisie, c'est un spectre qui englobe les cinq sens. Et beaucoup, peut-être même d'entre vous, ont une forme d'aphantasie sur un sens. Et même dans les visuels, il y en a qui, quand ils voient une pomme, ils la voient, ils pourraient croquer dedans, ils ont l'odeur, ils ont le goût, ils ont la forme, ils ont les détails de la peau, de la chair, et il y en a d'autres, c'est juste le dessin d'une pomme. Même pas en 3D, même pas en relief. Euh, et on est tous différents à ce niveau-là. Non seulement sur chaque canal, mais sur chaque sens. Mais mon fils, il est super auditif, mais il n'est pas kinesthésique, il n'est pas olfactif, pas gustatif et pas visuel. Ma fille, elle est aphantasique complète, sauf un tout petit peu de l'auditif. Mais quelqu'un qui est, par exemple, qui est auditif, mais qui n'a Oui, pas, voilà. oui, Imaginons que la personne, dans son enfance, elle a eu des parents qui criaient, euh, et il y a eu de l'émotion liée à ça. oui, tout à fait. Est-ce que Avec tu un... vas pouvoir travailler le trauma à travers le son en changeant quelque chose au niveau du son? Évidemment, Ou est-ce qu'il n'y a pas de trauma parce qu'il n'y a il y a que l'auditif non, tu peux qui... avoir un trauma avec le son, hein, c'est même parfois pire parce que quand tu es dans la pièce à côté et que tu entends tes parents crier, puis que tu entends même une assiette tomber par terre et casser, tu peux imaginer plein de choses. Tu peux imaginer que ta maman est passée à travers la vitre, alors que c'est juste une assiette qui est tombée par terre. Donc le trauma, il peut même être bien pire en étant que auditif. Donc, tu peux utiliser la PTR avec le son. Évidemment, pour celui qui est auditif et pour lequel tu vas faire un pont émotionnel Mhm. avec ce truc-là et qui revient sur un souvenir auditif. OK. Oui, c'est clairement, là, tu peux travailler en PTR avec lui sans aucune difficulté. Enfin, juste sur le souvenir qui ne sera que auditif. Mhm. Donc, la bonne question, c'est qu'est-ce que tu perçois alors? Oui, Plutôt. exactement. Qu'est-ce que tu perçois? Mhm. Et tu peux même, parce que on utilise, pour faire des régressions, on utilise le pont émotionnel. Donc, pour les régressions dans les vies antérieures, c'est exactement pareil, sauf qu'on va un peu plus loin. Donc, on va... et, et donc, quand il sait ce qui s'est passé, quand il peut eh bien, il peut modifier aussi n'importe quoi. Quand il te raconte ce qui s'est passé, qu'il le voit ou qu'il ne le voit pas, à partir du moment où il le sait, il peut le modifier. Mais il n'en modifie que ce dont il se souvient, donc le récit. D'où pour moi l'idée avec cette patiente-là de changer le récit et d'écrire un roman. D'accord. Un roman, on s'entend. Hein. Mhm.
Ok, merci. Mais avec plaisir. Et cette histoire de Christian que tu disais, cette espèce de joie perpétuelle, c'est vraiment quelque chose que tu constates chez les autres aphantasiques aussi? Alors, je ne pourrais pas dire chez les autres aphantasiques en général. Chez ma patiente aphantasique de 76 ans, là, oui, elle a vraiment vécu une belle vie, même si elle a vécu des horreurs, mais elle passe à travers la vie avec une facilité déconcertante grâce à ça, et elle en est consciente. Euh, mes enfants et ma nièce aussi, réellement, Mm. euh, voilà, ils savent et ils ont su tôt que c'était une particularité. Ils l'ont aussi pris au départ comme un handicap. Qu'est-ce que tu nous as foutu, papa? Ben ouais, j'ai pas fait exprès, hein. Mais, mais je vous ai donné tout le reste avec, tout le bon aussi. Mais maintenant, ils se rendent compte que finalement, c'est peut-être un super pouvoir aussi. Et il y a, je ne sais pas comment c'est que tes enfants ont repéré qu'ils souffraient ou qu'ils vivaient la fantaisie, mais est-ce qu'en thérapie, les aphantasiques viennent parce que précisément, ils ne comprennent pas bien ce qu'ils ont par rapport aux autres ou quoi? Regarde, c'est André, je crois, qui a parlé d'un de ses patients aphantasiques. Non, c'est pas André. Non, c'est Corinne, qui a parlé d'un de ses patients aphantasiques. Et Mhm. pourquoi il vient? Parce qu'il a des... Oui, En fait, il vient parce que il a une forme de stress, enfin, il ne sait pas, il sent une pression au niveau de sa poitrine et cette pression-là, il l'a tout le temps. Mais il n'arrive pas à déterminer d'où ça vient, ce que ça peut être. Et quand justement, au démarrage, bah, oui, on avait essayé de repartir là-dessus, hein, justement sur cette pression. Mais il a fait, oui, c'est compliqué pour lui. et il tombe sur aucun souvenir, en fait. Il a aucun C'est ça. souvenir. Il n'y a aucun souvenir. Ouais. Donc, moi, je travaillerais en symbolique. Et Mhm. même en essayant, comme le ferait Gérald, en augmentant cette sensation de poids sur la poitrine, ça marche Ça pas. marche pas. Non, ça marche pas. Alors, en le transformant, en essayant de le matérialiser. euh, Ouais, ça on a fait, on a changé, enfin, il m'a donné, oui, je suis allée dans la symbolique, bon, en cherchant comme ça, en se disant, bon, je fais quoi avec ça? Donc, on est allé dans la symbolique, donc oui, il a pu transformer, il m'a dit, oui, bon, ok, ça, peut-être que ça pourrait être comme un grand, je sais pas, une grosse pierre de béton, hein, voilà, oui. donc on a pu essayer un peu comme ça de modifier un peu certaines choses, mais je pense que pour lui, ce qui est assez aussi étonnant, je ne sais pas si pour toi c'est comme ça, mais pour lui, il n'y a pas d'émotion. Enfin, il n'y a pas d'émotion. Il a une émotion, mais comme tu dis, il la sent pas, quoi, hein. Donc, c'est-à-dire que sa femme se plaint de lui parce que il se rend compte que sa femme n'est pas contente dans certaines situations, mais lui, il comprend pas pourquoi. Il me dit, mais moi, je comprends pas pourquoi elle fait ça. C'est, hein, et elle, elle voudrait que lui dise je t'aime, mais il dit, moi, je peux pas dire je t'aime puisque je le sens pas. Et donc, on est là dans le comportement. Donc, en fait, je lui apprends par A plus B à faire comme si. Et c'est vrai que j'ai vu, parce que je vois sa femme autrement, et elle me dit, je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais c'est vrai que je ne le reconnais plus parce qu'il fait comme si. Hein, voilà. Et c'est assez intéressant parce que moi, je ne savais pas du tout ce que c'était la fantaisie. Et voilà, c'était un sujet intéressant. Ça ne la dérange pas de savoir qu'il fait comme ça. Elle, non.
Mais lui, ça lui fait bizarre parce qu'il me elle non, elle m'a dit, «Écoute, je le reconnais plus» parce moi je lui ai pas dit, il fait comme si je veux pas parler de ça. Mais D'accord. elle me dit: «Il a changé, il me prend dans ses bras, il me dit des choses gentilles, mais il faisait jamais ça» et c'est ce qu'elle lui reprochait. Mais lui, de son côté, lui me disait tout le temps: «Mais moi, je sens pas, donc pourquoi je vais dire quelque chose que je ne ressens pas?» Hein, c'est pas, j'ai pas de mots pour ça puisque je l'ai pas, je le sens pas. Donc c'est dans beaucoup de choses Intéressant. comme ça, c'est Il faut intéressant. lui dire que mettre le mot dessus, Ouais, et ça va vraiment l'aider de découvrir. Il va peut-être le prendre au départ comme euh, être très déçu des super pouvoirs que vous avez et qu'il n'a pas. Et donc, mais à un moment, il va comprendre que c'est juste une différence, c'est qu'il est autrement. Mais ouais. c'est clair qu'il ne va jamais lui dire ah, t'es belle, t'es chez le coiffeur, parce qu'il ne le verra pas en fait. Non, il Il voit ne se pas souviendra lui. pas comment elle était avant. Mais c'est pour ça que ça me donne une clé parce que, ça, il voit pas du tout. Elle se plaignait tout le temps, il lui dit pas, elle me dit: «Je reviens de chez le coiffeur», il voit pas. Ben non, il J'ai ne le jamais un verra jamais. compliment. Exact. Donc, ce que tu me dis là, bah, ça permet aussi, comme tu l'exprimes, de pouvoir, dire à la personne: «Vous êtes juste différents. OK, vous pouvez pas vous souvenir, vous pouvez pas, tout ça, mais, quelque Mais part, dis-lui que ça lui donne le super pouvoir de pouvoir traverser la vie sans encombre. ça, c'est Parce intéressant». qu'il se fout de ce qui s'est passé hier. Tout ce qui peut Exact. se passer aujourd'hui et peut-être demain. Oui, mais le problème, c'est que sa femme, c'est l'opposé. Ah, et c'est elle qui s'est mariée avec lui, hein. Oui, c'est ça, Elle lui a quand même trouvé quelque chose. probablement. OK. Merci en tous les cas. Merci. Intéressant en tout cas tout ça. Euh, vas-y, vas-y. Galaxie, tape 5. Oui, Natalia, vas-y. Ton micro est coupé. On t'entend pas. On t'entend pas. Voilà, bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui. Voilà. Déjà, merci pour ce soir. J'ai rencontré à Fantaisique, mais vraiment des vrais, peut-être 2 maximum dans ma vie. Pourtant, je pratique peut-être, je crois, presque 10 ans à temps plein. Et je confirme, ils sont vraiment les gens heureux, ils n'ont pas de trauma. Donc, mais ce que je voulais souligner, en fait, même si il y a impossible d'avoir les mémoires visuelles, il faut savoir qu'il y a les corps qui a les mémoires. Et donc, on peut utiliser PTR avec les corps. Les canaux, c'est les corps. Et C'est donc, vrai. on peut avoir des sensations. Donc, bien sûr, on ne se souvient pas qu'on était dans le ventre de maman, ou comment à la naissance, les cordons ombilicaux qui étaient autour du cou, ou qu'on était bébé opéré des amygdales. Bon, on peut avoir ces mémoires-là et on peut aussi jouer au symbolique de quoi Oui. il a besoin. Parfois, en augmentant les sensations dans le corps, il peut avoir aussi l'émotion. Mhm. Parfois, pas toujours, hein. Mais parfois, et s'il y a l'émotion, ok, bingo. S'il n'y a pas d'émotion, ok, on fait quoi avec, de quoi les corps il a besoin. Donc, on parle avec les corps et c'est magique. Parce qu'admettons, si le cerveau il est très cartésien, ben, les corps il a aussi cette intelligence. Et donc, Mhm. moi, j'utilise PTR avec cela. Ok, c'est comme quoi, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qu'on fait avec, et on le transforme. C'est C'est très tout à fait vrai et c'est dans le même esprit que j'ai fait des régressions, donc sans y croire, comme en faisant une métaphore, en inventant une histoire. Et oui. dans cette histoire, il y a la compréhension de ce qui ne va pas dans cette histoire-ci qui nous occupe dans la vie. Mhm. Euh, et du coup, on va trouver des solutions aussi. Et Mhm. ça nous Oui. permet de résoudre les problèmes de cette vie-ci simplement par la métaphore. Oui.
Mais c'est vrai que dans le corps, c'est inscrit chez certains plus que d'autres. De nouveau, c'est qu'il est probablement davantage kinesthésique. Oui. Oui, très bien, oui, c'est vrai. Mhm. Mais je confirme qu'à Fantasy, à se demander pourquoi est-ce qu'ils viennent en thérapie, parce qu'ils n'ont pas de problème, ce sont des gens heureux. Et donc, j'avais vu vraiment deux qui sont très, très aphantésiques. Il y en a une, c'était un juge d'instruction qui est fraîchement à la retraite, très, 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 très intelligent, très dans la tête. Et donc, je dis, est-ce que ça vous arrive parfois rouler dans la voiture et d'être ailleurs? Comment ça? C'est impossible. Je dis, non, ça, vous pensez pas, non, c'est impossible. Vous pouvez faire un accident. Comment vous pouvez être ailleurs qu'à part conduire? Elle ne me comprenait pas. Oui. Je dis, est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce que vous aimez bien faire? Plonger. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, se rappeler la sensation? Je sais que c'était bien, mais impossible de s'imaginer. Et en fait, cette personne-là, ils sont jamais malades. Ils sont jamais malades physiquement. Donc, ils ont jamais des émotions. Donc, je confirme, bah, il y a son mari, il s'est barré parce qu'en fait, elle ressentait rien. Il était au courant dans les mots. Et il y en a une autre, c'était un médecin qui était super, qui croyait en hypnose, qui voyait des bons résultats, recherche scientifique en médecine sous l'hypnose. Elle voulait faire l'expérience, mais impossible. Trop cartésien, trop dans le rationnel, impossible de s'imaginer sur n'importe quelqu'un. Impossible. Tu peux me Voilà. l'envoyer. Pardon? Tu peux me l'envoyer. C'était il y a longtemps. J'ai plus de ses coordonnées, mais oui, je penserai à vous. Merci. Voilà. Oui, donc les coordonnées de Christian, c'est quelque part du côté de Mont-Saint-Guibert, à toi. Villers-la-Ville. Hmm. Julien voulait poser une question aussi? Oui, bonsoir. Moi, je voulais savoir si tu rêvais. C'est une bonne question. Il y a des aphantasiques qui rêvent, il y a des aphantasiques qui rêvent jamais. Et ceux qui rêvent, c'est mon cas, mais c'est très rare. Ça veut dire qu'en fait, la mémoire, elle est là, la mémoire visuelle. Je peux rêver aussi sans image. C'est particulier, hein. Donc je rêve en vivant quelque chose, mais il n'y a pas forcément d'image. Ceci dit, parfois il y a des images, mais je ne peux pas me souvenir de mon rêve avec les images, par exemple. Mais tu sais que Donc, tu as eu des images. je sais qu'il y a eu des images, mais je suis incapable de me souvenir des images. Même quand c'est juste au réveil, si j'écris mon rêve, je vais écrire des lignes de texte, en fait, ce que je peux écrire, ce que je peux transcrire. Euh, je sais qu'il y a des images parce que je sais parfois des choses précises qui sont visuelles, mais je suis incapable de retrouver cette image-là volontairement. Ok, ok. Donc ça serait en fait qu'il y a la capacité de produire des images, mais peut-être pas d'avoir Accès volontaire. l'accès volontaire ou la conscience. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, et c'est comme ça, je crois qu'on prend des champignons hallucinogènes, on peut voir des choses, donc ça va donner un accès à ces images, mais on ne peut pas avoir un accès volontaire. Mhm. Et par exemple, quand tu veux aller, je sais pas moi, chez le boulanger du coin depuis chez toi, Oui. est-ce que comment tu sais comment y aller? Est-ce que là, maintenant, sans être sur le chemin même, tu peux savoir comment y aller? Est-ce que tu pourrais dire, bah, j'avance, je dépasse les arbres, je prends à gauche? Alors, oui, tout à fait. Donc, je sais très bien m'orienter parce que dans mon cas, j'ai une très bonne orientation spatiale et donc je peux faire le chemin mentalement, mais il est probable
que sur le chemin, j'oublie des chemins à gauche, à droite, et je serais incapable de te dire comment sont les maisons, comment sont les... euh, et je peux passer 10 maisons sans pouvoir les imaginer parce que je suis incapable de m'en souvenir. Mais en les voyant, je le sais. Et donc, si je dois y aller, même si j'ai été il y a très longtemps, au moment où je vois, je me souviens. Donc je sais, ah là, ce carrefour-là, j'ai pris à droite. Et je sais que je Mhm. dois prendre à droite. Mais quand tu dis que tu as une mémoire visuelle, ça c'est encore, enfin une mémoire spatiale, tu différencies ça de ce que tu as appelé tout à l'heure la mémoire par liste de mots. J'imagine que chaque trajet, tu l'as pas mémorisé avec troisième à gauche, troisième, enfin. Donc tu Non, as du une tout. Je ne maîtrise pas représentation comme quand ça. même que tu sais te faire là maintenant dans ton esprit d'une représentation spatiale d'un trajet. Je suis incapable de visualiser le trajet, mais je suis capable de dire au bout du chemin, tu dois prendre à gauche. Au carrefour suivant, c'est un T, tu dois prendre à droite. Quand tu arrives tout en bas, donc ça descend fort, tu dois de nouveau prendre à droite. C'est de nouveau un T, tu dois prendre à droite. Là, ça descend encore un peu. La route tourne à gauche. Et puis, donc, je peux le décrire comme ça, mais il est probable, si je ne suis pas assez précis dans le chemin que je vais faire mentalement comme ça, euh, que je passe 1 kilomètre sans m'en rendre compte. Mhm. Mais est-ce que c'est possible? Parce que ce que tu décris là, ça ressemble très fort à ce que quelqu'un qui voit finalement Je pourrait te dire un peu la même chose. Est-ce qu'il serait possible que finalement enfin, j'imagine que la mémoire visuelle, elle est stockée, parce que quand tu dis par exemple que quand tu vois ta femme, tu sais que c'est ta femme. Donc c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance, donc c'est-à-dire que tu as mémorisé visuellement ça quelque part, il y a une mémoire visuelle, mais elle n'est pas accessible par la n'ai volonté. pas Mais accessible. elle est stockée. Et Elle est quand tu dis que tu arrives à décrire un chemin comme tu viens de le faire, je me demande si c'est pas encore plus que ça, que ce serait carrément l'accès à cette mémoire visuelle, et c'est ça qui te permet en fait de la décrire, sauf que tu n'as pas conscience que tu es en train quelque part de la voir. Je sais pas si tu vois la c'est différence. l'accès à une description, mais je suis incapable de voir l'image. Je, je, euh, je suis en train de songer justement là en bas, comment c'est. Je sais que c'est la rue qu'on doit prendre à droite parce que je la prends souvent, très souvent. Mais en fait, je sais que sur la gauche, il y a une maison plus haut, mais devant moi, là, je ne sais pas ce qu'il y a. J'ai aucune idée. Mhm. Je sais que c'est un T, mais pour moi, ça doit être des terrains vagues ou je ne sais pas quoi, mais il y a pas. Je ne sais pas ce qu'il y a. Et toutes les maisons sur le chemin, je serais incapable de les décrire, sauf une parce que je sais qu'elle est rouge, que les autres ne sont pas rouges comme elle, ce sont des briques rouges particulières. Euh, et je sais qu'il y a plusieurs couleurs de briques, mais il n'y a que la rouge qui m'a marqué. Je suis incapable de te dire les autres briques, si elles sont noires ou blanches ou Ouais, autrement. ça c'est vrai pour la majorité d'entre nous, je pense. Le fait de ne pas mémoriser tout et qu'on a, moi, si je dois décrire un chemin, je vais me souvenir de certaines choses, de certains détails parce qu'ils ont été peut-être marquants, et d'autres, c'est vraiment très, très général. Alors, moi, ce qui me questionne, c'est par rapport à, tu dis, pas de souvenir visuel, mais qui, dans ce cas-ci, ce n'est pas non plus juste une liste de mots que tu as retenu pour ton chemin. Tu parles quand même d'un accès à une forme de mémoire spatiale, et je me demande si cette mémoire spatiale, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une forme de vision, même s'il n'est pas très, C'est un pas très concept. prégnante. C'est un concept. C'est vraiment un concept par rapport à l'image. Je peux conceptualiser un cube. Je sais ce que c'est qu'un cube. Je ne dois pas le voir pour autant. Je peux imaginer avoir un cube en main. Je peux imaginer qu'il soit lourd. Je peux imaginer qu'il soit rouge. Mais il n'y a pas d'image. Ça reste un concept. Ok. Et mon orientation spatiale, elle est conceptuelle. Elle n'est pas visuelle. Oui, mais elle n'est pas basée, comme tu dis, sur une liste de mots. Genre 50 mètres, troisième à Non, gauche, deuxième à... C'est pas une liste non, mémorisée. non. Donc, il y a quand même Ah, accès à quelque chose.
de l'ordre du spatial. C'est donc là que j'arrive pas bien à le Spatial. comprendre. Du spatial, tout à fait d'accord, mais pas du visuel. Et ce n'est pas le cas de tous les aphantasiques. Il y a plus d'un aphantasique sur deux qui n'a aucun sens de l'orientation. Ok. Ça va, merci. Avec plaisir. Mitra? Oui, moi je voulais juste, c'était plutôt pour répondre à André tout à l'heure qui posait la question d'utiliser la PTR ou non. En fait, dans des tas de choses que tu as décrit, Christian, la symbolique, ben, c'est quelque chose que moi j'utilise en PTR très régulièrement. Donc pour moi, il n'y a pas de non-indication de la PTR par rapport à une autre hypnose, en fait. Et pour moi non plus, hein. Voilà, donc c'était pour répondre à André, parce qu'elle a posé la question tout à l'heure. C'est important, en fait, d'adapter en fonction de la personne qui est en face de soi, me semble-t-il. Alors, si éventuellement il y a la fantaisie, il faut s'en rendre compte et utiliser les autres canaux qui sont possibles, les autres sens qui sont possibles, mais on peut le faire aussi avec la PTR, hein. Ça me semble important quand même de le préciser. C'est juste pour répondre à André, parce que ça me... Voilà. Merci Mitra pour le truc. C'était pas ma question. Ah, voilà, parce que... Ma question, c'était juste à savoir si Christian utilise vraiment comment dire, j'ai recherché le nom, tout le truc de l'hypnose humaniste où il travaille selon ce que les clients nous apportent. Ça veut Oui. dire, ça c'était la seule question, parce qu'en PTR, on utilise normalement, moi j'utilise toujours la symbolique pour revenir par après au corps et pour revenir au souvenir. Bon, s'il n'y a pas de souvenir, ça c'est autre chose. C'était juste si effectivement Christian, vu qu'il a parlé de tous ces protocoles, est-ce que tu utilises les protocoles ou est-ce que tu prends, comme nous on travaille en PTR, avec ce que les clients nous rapportent? Ou est-ce que tu utilises réellement tes protocoles de l'hypnose humaniste? Mais je fais les deux. Tu fais les deux. La réponse est oui dans les deux cas. Je viens avec ce que le client m'apporte et avec le besoin du client. Si j'aime pas appeler protocole parce que c'est différent pour chacun évidemment. Vu que je vais toujours faire le moins de suggestions possible pour que que l'idée vienne du patient et pas de moi. Non, parce que mon truc, c'est que je trouve les protocoles, je trouve un peu, bon, si je peux utiliser le nom n'importe quoi, parce que c'est vraiment un formulaire structuré pour moi. Et en PTR, effectivement, je peux faire un travail de deuil de l'hypnose humaniste en PTR. Ça, c'est plus adapté aux clients et moins protocolisé, si je peux le dire comme ça. Oui, mais tu vas juste, la partie protocolaire, c'est le fait de couper un lien si c'est nécessaire, par exemple. Ça fait partie du protocole. Comme tu vas en PTR, ce qui fait partie du protocole, c'est augmenter la sensation de. Euh, et ce sont des trucs qu'on utilise dans la séance pour. Mais clairement, quand on a je vais prendre un protocole type un enfant intérieur, par exemple, c'est parce qu'avec ce que le patient m'a amené, avec sa blessure, il me semble que travailler son enfant intérieur est une bonne idée. Et dans ce cas-là, je ne vais pas faire un protocole de l'enfant intérieur, mais lui apprendre à travailler avec son enfant intérieur. OK, c'est Pour qu'il ça que puisse je voulais savoir. le faire. Mais ça n'a du protocole que le nom et le fait d'aller trouver un enfant. Mais cet enfant, il va lui être propre, on ne sait pas à quoi il ressemble. Et ce qu'il va devoir faire avec pour le rendre heureux et pouvoir le réintégrer, ça lui appartient aussi. Ça ne fait pas partie du protocole. Non, alors c'est pour moi, c'est la même chose qu'on travaille, je dirais, niveau PTR, c'est un peu la même chose, ça le Oui, rejoint. tout à fait. OK. J'ai eu aucun mal à venir mettre la PTR dans ma pratique. C'est vraiment dans la même.
D'ailleurs, je ne note jamais avant une séance, on va faire ci ou on va faire là, parce qu'on ne Ouais. sait jamais. Quand je note, c'est en fin de séance en disant, tiens, ça ressemblerait plutôt à ça ou à ça. Et on a fait ça, on a fait ça. Mais comme j'aurais comme protocole en début de séance de créer un endroit ressource et d'aller travailler les différents phénomènes hypnotiques qu'on va pouvoir utiliser après comme protection dissociative. C'est ça ce qui fait partie pour moi du protocole. Mais on le fera avec ce que le client nous amène et avec, oui, Super, merci. mais avec plaisir. Encore une question pour moi, Christian. Si je te suis bien, j'imagine que, non pas les phénomènes hypnotiques, mais vraiment les protections dissociatives, tu ne t'en sers pas beaucoup avec eux. Si, Notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de trauma, donc moins besoin de... ah oui, on en a moins besoin. Par contre, on ne sait pas toujours sur quoi on tombe. Et donc, même avec eux, quand on va créer le lieu ressource, Oui. on va s'entraîner aux protections dissociatives. Et Au c'est phénomène- génial, même pour quelqu'un qui ne voit rien, d'avoir cette sensation de voler au-dessus de C'est la son collet différence, Christian. et de se dissocier. Tu l'entraînes au phénomène hypnotique. Oui, Pour ce qui est pour moi différent de l'utilisation de la protection dissociative qui est née le jour. qui viendra après, oui. Oui. Mais parfois, tu te rends compte que, et il te le dit, cette protection, ce phénomène hypnotique, c'est un truc qu'il connaît bien et qu'il utilise déjà. Et donc, quand tu te dis, tiens, lui, il se dissocie aussi facilement que ça, Oui. tu peux te dire qu'il y a peut-être eu des traumas derrière qui ont fait qu'un jour, il a dû se dissocier. Mhm. Et ça ne veut pas dire qu'il s'en souvient. D'accord. Mais ça peut suggérer aussi qu'il y a peut-être bien eu des traumas durant lesquels, même aussi aphantasique qu'il soit, il s'est Ouais. dissocié, le gars. Hein. Ouais. Très intéressant. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Un grand merci. Merci. J'ai une question, Christian, à toi, si je peux me permettre. Oui, Oui. Est-ce que ça t'arrive d'être ailleurs parfois? Par exemple, conduire la voiture et d'être ailleurs et louper la sortie. oui, mais ça m'arrive. J'ai aussi un inconscient qui pilote ma voiture à ma place. Et c'est très emmerdant quand je dois aller quelque part et que j'ai l'habitude d'aller ailleurs et que mon inconscient m'amène ailleurs et que je dis mince, aujourd'hui je devais prendre à gauche. Mais habituellement, je vais tout droit. Donc, ça m'arrive de me dissocier aussi et d'être ailleurs. C'est très utile quand on a 1000 km à faire sur la même route, de pouvoir se mettre en pilote automatique et penser à autre chose. Et d'écouter un livre audio de Bernard Werber et d'être complètement dedans. Et les 1000 km passent beaucoup plus facilement. La lecture, alors c'est bizarre. Quand tu lis, tu n'as pas d'image mentale de ce que tu Non, ça c'est beaucoup d'aphantasies qui lisent très peu. Ils n'aiment pas lire parce que c'est du texte, c'est que du texte, il n'y a pas d'image. Mais si tu écoutes Bernard Werber, tu te fais des images de fourmis ou d'autres choses? Non, non. C'est pour ça que j'ai l'énorme avantage d'être toujours content quand je vois un bouquin que j'ai lu sortir en film. Je suis jamais déçu. Jamais, jamais, jamais je suis déçu. Ils parviennent à mettre des images sur ce truc, cette histoire que je connais. Ah, Wow, oui. c'est incroyable. Moi, j'en étais incapable. Donc, je trouve que ce sont des génies, ces cinéastes, qui parviennent à mettre en image ces bouquins que j'ai vus. C'est une vraie découverte alors. Ah oui, pour moi, c'est toujours beau un film. Hein. Je suis un très, très mauvais critique de cinéma parce que j'aime tout. Mais je peux regarder un film d'horreur, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Tu vas l'oublier. Ah oui, je l'oublie, oui. Et les feuilletons, c'est chiant parce que je ne connais pas les personnages, je ne sais plus, que je n'ai pas le temps de me familiariser avec les personnages.
Donc, j'ai aucune mémoire de ces visages-là. Et donc, c'est qui encore celui-là? Et c'est très dur. Et dans les romans avec beaucoup de descriptions, c'est très, très dur de se mettre dedans. Je viens de penser à cette patiente qui était la juge d'instruction et qui était impossible d'imaginer quelque chose. Elle disait depuis qu'elle était toute petite, elle n'a jamais lu des petites histoires, elle n'a jamais entendu des histoires des trois petits cochons ou des chaperons rouges. Ça a été interdit dans la famille. Donc, son but, c'était bien étudier et jamais tomber malade. Je dis, j'ai réussi, elle a fait toujours 10 sur 10. Elle n'a jamais été malade. Et donc, il a dit, j'ai entendu l'histoire, j'ai lu les chaperons rouges, mais avec des images quand elle était déjà bien, bien vieille. C'est pour la première fois. Donc, elle a jamais, ça a été interdit dans la maison de lire des histoires d'imaginaire et regarder la télé. C'est étudier, d'être bien, bien droite. Bah oui, elle était juste, donc elle a bien réussi. Et elle n'a jamais été malade. Mais oui, il y a peut-être dans ses parents un aphantasique aussi, et qui était dans les mêmes idées. Les histoires, c'est d'abord, on s'en souvient pas, et parce qu'on on ne fixe pas toutes ces images que vous mettez sur une histoire en la lisant. Moi, je peux relire un livre parfois, et j'arrive à la page 30 en disant, mais j'ai déjà lu ce bouquin, c'est pas possible, je connais cette histoire. Mais il faut arriver à la page 30 pour m'en rendre compte, quoi. Le livre de Gérald Brassine, là, je suis à ma 4e ou 5e lecture. Lequel? Ben, Surmonter le traumatisme? celui-ci. La vengeance, surmonter le Non, traumatisme. La vengeance du jaguar, ça va, j'ai lu. Si je le relis, c'est pour le plaisir. Mais non, non, c'est surmonter les traumatismes pour apprendre et pour ah oui, il y a encore ça comme truc et on peut encore ajouter ça et encore parce que j'oublie énormément de choses. Je vais essayer de faire quelque chose maintenant avec la matinée où j'ai présenté les survivantes et les techniques spécifiques pour elles. Oh oui, ça c'était vraiment une super matinée, ça. Ouais. En tout cas, un grand merci, Christian. J'ai vraiment appris quelque chose. Je suis bien content de t'avoir. Je me souviens très bien de l'état de choc dans lequel tu me mettais. Je voulais absolument comprendre quand on était dans la voiture et que tu me disais, ma femme, je ne vois pas à quoi elle ressemble, mais c'est un concept. Oui. Je me suis dit, ça, c'est vraiment trop dérangeant, c'est trop spécial. Il faut que je pige ça, ce que ça veut dire. Mais oui, mais je te remercie d'avoir mis un mot dessus parce que ça m'a permis de me documenter et de comprendre beaucoup mieux. Et c'est après ça que j'ai posé la question à mes enfants. Ma fille, je savais qu'elle était aphantasique. Mais mes 2 garçons, je ne savais pas du tout. Et donc, je leur ai posé la question, tiens, en disant, tiens, à quoi elle ressemble, maman? T'es con, quoi, qu'ils me disent. Ben oui, à quoi elle ressemble? Décris. Je ne sais pas, moi, c'est maman, quoi. Et en fait, ils étaient incapables de me la décrire. Et puis, je leur demande, tiens, et Svetlana, alors, son épouse, à quoi elle ressemble? Bah, elle est blonde. Oui, mais tu vas la dessiner, bah, je sais pas moi. Et en fait, ils sont incapables de la décrire. Et moi aussi. À part qu'elles sont toutes blondes. Ce qui est bien, c'est que quand tu la vois, tu la reconnais. Oui, oui, heureusement. Oui, mais ça, je ne sais pas comment c'est venu, mais sinon, on se fait taper sur les doigts. Mais si elle va chez le coiffeur ou ailleurs, ou quand elle achète un nouveau vêtement, ou ci ou là, ben, moi, quand on va faire les courses, pour la retrouver, parce qu'elle espère toujours, elle me dit, je vais là, mais en fait, elle va ailleurs. C'est toujours comme ça.
Et je vais chercher ça, mais sur le chemin, elle a vu un chien avec un chapeau jaune, et puis elle a suivi, ou je ne sais pas quoi. Et elle ne va jamais là où elle me dit qu'elle va. Donc, il faut la retrouver dans le magasin. Ouais. Je ne sais sais pas comment. jamais comment elle est habillée. Et donc, je travaille sur moi, donc je fais l'effort souvent de dire, ah ouais, elle a mis un manteau rouge, génial. Je lui ai fait acheter un manteau rouge ici tout récemment, parce qu'on la repère au moins. Et c'est pour ça que moi, je mets des manteaux orange souvent. Je mets souvent avec de l'orange. Ah, c'est intéressant, ça, le manteau orange, oui. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et que du coup, on les repère. C'est pour ma femme et mes enfants. Avec Anne-Sophie qui a dû nous quitter, on se posait la question, est-ce que vous aimez d'être touché? Alors ça, là, tu poses une vraie question. Il y a beaucoup, beaucoup de pertinence et de sens. Tu as compris quelque part que je vivais l'instant présent. Je suis incapable de me souvenir au niveau des sensations, au niveau de visuel et tout ça, de la dernière fois que j'ai fait l'amour. Donc j'ai envie de le refaire. Parce que je sais que ça m'a procuré énormément de plaisir. Mais je suis incapable de le ressentir ou de l'imaginer. Donc la seule façon d'imaginer, c'est de le vivre. Donc je touche tout le temps mon épouse parce que j'aime bien ça et que je ne peux pas imaginer de le faire sans le faire vraiment. Donc je suis très, très, très tactile. Maintenant, elle sait pourquoi, donc elle le supporte mieux. Non, elle aime bien ça. Ok, merci. Oui, avec plaisir. C'est pas le cas de tout le monde, en fait. On ne réagit pas tous de la même façon. Mais moi, j'adore manger et goûter des trucs, même que je connais, parce que j'ai mangé un super bon morceau de chocolat tout à l'heure avec du café dedans, je crois. C'était vraiment bon, mais je sais plus ce que ça goûte. Donc, je vais devoir en reprendre un pour le goûter, parce que c'était tellement bon. Tu vois dans quel esprit je suis un vrai hédoniste. Et donc, le fantasme, il y a Nadia qui veut poser une question. Oui, Le fantasme, c'est quoi alors pour toi? C'est je ne quasi sais pas. inexistant. Oui, non, oui, je n'ai pas de fantasme parce que non. Et tu as une pulsion vers quelque chose que tu connais qui était bien. Ah ouais, une pulsion vers quelque chose qui me procure du plaisir. Je suis un jouisseur. Je, euh, oui, alors je ne suis pas un emmerdeur non plus. Hein, je la laisse vivre. Hein, mais ce besoin de toucher, d'être rassuré, de savoir qu'elle est là. J'ai horreur de partir et d'être. Donc il y a moyen d'avoir des traumas. Je sais que j'en ai eu et que j'ai réparé, mais avec la kinésiologie, c'est un truc qui marche bien avec nous, comme disait, c'est Nathalie, je crois, que le corps parle et que la kinésio est un vecteur qui nous convient très très bien, la kinésiologie. Ah ouais. Parce que nous, on ne se souvient pas, mais notre corps, oui. Et donc Ah. la réponse, elle est là. Nous, on est incapable de la donner, mais le corps ne ment pas. Et donc, ça, c'est un vecteur pour les aider à travailler sur eux. Quand il y a un truc à travailler et qu'on n'y arrive pas, la kinésio, c'est super. Comme Nathalie l'avait fait remarquer tout à l'heure. Oui, mais oui, avec un procédé plus vraiment dans le corps, quoi. Je suis en train de lire un bouquin, La cascade Champagne, une histoire dans le genre, un ostéopathe qui travaille aussi avec une méthode un peu comme la kinésiologie. Je suis en train d'essayer de comprendre son bouquin, mais c'est un peu ardu.
Voilà, voilà. Donc, on peut dire qu'à Fantasy, qu'il est vraiment heureux parce qu'il vit vraiment le moment présent. C'est la magie des moments présents. Oui. Alors, il est heureux quand il comprend que c'est un super pouvoir et il peut être frustré quand il a l'impression que les autres ont un super pouvoir qu'il n'a pas. Donc, il faut lui faire comprendre, et c'est parfois dans la démarche, qu'il a un super pouvoir, que vous êtes vachement emmerdé avec vos souvenirs. Ouais. Parfait. C'est amusant parce que c'est pas d'anticipation non plus, hein. Donc c'est vraiment tout à fait le bouddhisme en pratique, que Bouddha disait toujours que les humains étaient très doués pour s'emmerder eux-mêmes, se créer Du mal, oui. chacun, soit en regrettant le passé révolu qui était si bon et qui ne reviendra plus, bouhou, soit en anticipant des catastrophes. Et là, les Exactement. phasiques sont protégés Ouais, de ce genre. des gens qui se font des films sur ça peut se passer mal ci et mal là. Enfin, moi, c'est mon boulot, je les soigne, je les aide, mais je ne comprends pas. Mais fais-toi un beau film alors. Ah ouais. Mais oui. Oui, donc la Péter te Pour convient. l'unité, c'est facile. Ouais. La Péter, tu adhères tout de suite dans ces conditions-là. Oui. Pour changer les films des gens, c'est naturel. Bien. Écoute, un grand merci, puis moi je vais bientôt vous quitter. Mais oui, moi aussi. Mais c'était Ça fait presque 2 heures, c'est bon. Hein. 2 heures et demie. Ah non, 2 heures. 2 heures qu'on est là. C'est bien sympa. Bah, merci beaucoup pour tout ce Merci. moment, c'était très instructif, il y avait plein de choses intéressantes, que ce soit pour les personnes qui soient à Fantasy totalement, qui soient fermées à plein de choses qu'on a l'habitude d'utiliser, mais aussi d'avoir des petites pistes sur d'autres personnes qui sont plus ou moins sensibles à à telle forme, à telle approche. Voilà, c'était intéressant, merci. Oui, faire comme si et conceptualiser, c'est vraiment le truc. Merci Christian, merci Gérald et Nadia. Et tu as peut-être envie de proposer une petite formation au cas où il fera une annonce via Peter Info ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Oui, on verra si on prépare quelque chose ensemble. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. fin de vacances aux Africains. Merci beaucoup. Ils sont très aphantasiques ici aussi. Oui, je me doute, oui. Ils sont là-dedans. Profitez